Bonjour. Au cours de cette présentation, nous allons couvrir deux choses. Nous allons couvrir le logiciel Xcode et en particulier la fonction Playground du logiciel Xcode. Et nous allons également couvrir les éléments de base du langage de programmation Swift. Donc, commençons immédiatement. Donc, la première chose à devoir faire pour pouvoir faire de la programmation Swift est d'installer le logiciel Xcode. Pour ce faire, on va aller dans le App Store de notre Mac. Donc, il est essentiel d'avoir un Mac pour faire la programmation iOS. Donc, sur votre Mac, vous allez installer Xcode. La meilleure façon, c'est d'aller dans le App Store, faire une recherche, et puis on va faire la recherche pour Xcode. Il devrait apparaître. Dans mon cas, à moi, il est déjà installé. Pour vous, probablement, vous allez devoir le télécharger, l'installer. Okay? Faites attention, c'est quand même un logiciel qui est très gros. C'est plusieurs gigs de données. Donc, on voit ici 2,57 gigaoctets. Donc, ça risque de prendre plusieurs heures à télécharger, dépendamment de la vitesse que vous avez. OK? Donc, n'attendez pas à la dernière minute pour le télécharger. Je vous suggère de le faire assez rapidement. Donc, une fois que le logiciel est installé, ce que vous pouvez faire, vous pouvez démarrer le logiciel. Donc, je le vois ici qu'il est dans mon commande qu'il est démarré. Et vous pouvez venir ici dans Fichier, Nouveau Playground. OK? Pour l'instant, dans la première unité, on va seulement utiliser la fonction Playground. Lorsqu'on sera dans la deuxième et la troisième unité, qui nous permettront de développer une application iOS, on va utiliser des projets. Mais pour l'instant, pour apprendre le langage, nous allons utiliser le Playground. Le Playground, qu'est-ce que c'est? C'est que ça nous permet de juste s'amuser avec le langage et de le débugger très, très, très facilement. Donc, je vais créer ici un nouveau playground. Je vais l'appeler test. Puis la plateforme, je vais y aller pour iOS parce que c'est la plateforme que l'on veut apprendre. Ici, je dois juste sauvegarder mon playground. Donc ici, il est sauvegardé. Et ce que l'on voit, c'est que Swift euh, me donne accès à cette fenêtre ici, où est-ce que j'ai en gros, à la gauche, j'ai mon code source et à la droite, j'ai le résultat de chacune des opérations. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que par défaut, euh, Playground nous met notre première variable dans le logiciel. Donc, on voit ici une variable string que l'on va voir un petit peu plus tard, une chaîne de caractères qui a Hello Playground dedans. Donc, ce que l'on voit, c'est que pour la variable qui s'appelle str, il y a une valeur qui est assignée et on voit à droite exactement ce qui est assigné, ce qui est vraiment très très bon pour débugger notre code et pour se pratiquer avec le logiciel. Donc, par exemple, si je décide d'ajouter euh, de l'information à ma string. Donc, par exemple, je décide de faire ça. Je vois immédiatement à droite que la variable str maintenant a maintenant la valeur Hello Playground et ce que j'ai ajouté. Donc, si j'ajoute, par exemple, un espace, on voit que ça apparaît automatiquement. Donc, en temps réel, je vois le résultat de mon programme, ce qui est très, très efficace pour le débugger. Okay? Donc, dans la note de cours, ce que vous allez voir, c'est que je vous ai fourni un code source. Okay? Pour chacun des cours, vous allez toujours avoir le code source. Et puis, je vais vous expliquer ce que ça fait. Et ça devrait être votre référence principale pour ce code-ci. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger le code source qui est disponible sur le web et puis de l'ouvrir. Donc, pour l'ouvrir, c'est simple. On vient ici File, Open, et puis on choisit le fichier sur notre ordi. OK? Donc, je l'ai ici déjà téléchargé. Et on voit qu'on a le premier cours ici à l'écran. OK? Donc, je vais maintenant passer à travers les différents éléments du code. OK? Donc, le premier élément que je voulais vous montrer, c'est les commentaires. OK? Donc, un peu, Swift est un langage de programmation qui est très, très, très similaire au langage C, C++ ou même JavaScript. OK? Donc, vous allez voir, c'est souvent très similaire en termes de construction. Donc, si vous avez déjà utilisé ces langages-là, vous devriez être quand même assez bon assez rapidement. Donc, on voit ici, la première façon qu'on va faire les commentaires, c'est à l'aide des barre oblique, barre oblique. OK, donc ça, c'est un commentaire. Ça ne sera pas exécuté par le logiciel Swift. Donc, on voit que dans la console, on n'a rien à droite. Excellent. On peut également avoir des commentaires sur plusieurs lignes. Dans ce cas-là, c'est exactement comme en C, comme en JavaScript. Donc, on fait barre oblique, astérix, on met notre commentaire, on ferme le commentaire à la fin. Okay? Donc, ici, on voit que ça ne sera pas exécuté.
également. OK? Donc, les commentaires, toujours utiles pour expliquer votre code et pour vous assurer que les autres personnes qui vont regarder votre programme pourront le comprendre. OK? Donc, sautons maintenant à le premier élément du langage Swift. OK? Donc, c'est les constantes et les variables. Donc, en gros, OK, c'est que les constantes et les variables doivent être déclarées avant d'être utilisées. OK? Si on veut déclarer une constante, on utilise le mot-clé let. OK? Dans ce moment-ci, la variable ville, la constante ville égale Ottawa ne pourra plus être modifiée. Donc, si on fait let ville égale Ottawa, donc on a maintenant une variable, OK, ville, qui a la valeur Ottawa, et celle-ci ne peut plus être modifiée. Donc, si je fais ville, OK, des fois, j'avais le... OK, donc si je décide d'ajouter un élément à ville, OK, vu que c'est une constante, le programme va me donner une erreur de compilation. OK, donc on voit ici, tout est en gris, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je vois que j'ai une erreur dans mon programme. Je peux cliquer sur l'erreur et ça va me dire, OK, que l'opérateur plus égal can't be applied to string operands. OK, ce que j'ai ici, c'est parce que c'est une constante. OK, donc on a un problème ici. Donc ça ne fonctionne pas. OK, donc je peux enlever ça. Ce qu'on va voir, c'est que maintenant le programme compile correctement et on voit que tout est redevenu en noir et a fonctionné. Donc, si j'ai déclaré une constante, ville égale Ottawa, dans le langage Swift, on n'est pas obligé de dire de quel type est notre variable. OK? Donc, à ce moment-ci, puisque j'ai mis une chaîne de caractères, Swift sait automatiquement que la constante ville est une constante de type chaîne de caractères. Par contre, si j'utilise le mot-clé var, var montant égale 15, cette ligne ici. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je viens de créer une variable et de lui assigner la valeur 15, donc ce qui est un entier. Donc, Swift sait maintenant que la variable montant est de type entier. Donc, si j'essaie, par exemple, de dire montant égale une chaîne de caractères, ça va me donner une erreur. OK? Ça va me dire, oh, je ne peux pas assigner une string à une variable de type int. OK? Donc de ma première déclaration, Swift a été capable de trouver le type de variable. Par contre, vu que c'est une variable, je peux lui assigner une autre valeur. Donc, à ce moment-ci, je décide de lui assigner la valeur 20, par exemple. On voit maintenant que le résultat à la ligne, c'est que la variable montant est maintenant de 20. OK, donc la variable a été modifiée. Une chose qui est très intéressante, c'est que le langage Swift nous permet également de déclarer plusieurs constantes, plusieurs variables en même temps sur une seule ligne. OK, donc ici, ce que j'ai, let 1 égale 1, 2 égale 2, 3 égale 3. OK, donc ce que je viens de faire, je viens de déclarer trois variables sur la même ligne. OK, ce qui peut aider beaucoup pour la compréhension de votre programme et le rendre beaucoup plus compact, surtout lorsqu'on a plusieurs de ces variables-là. Par contre, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez indiquer le titre de votre constante, de votre variable lorsque vous la déclarez. OK, pour être clair avec les sortes de valeurs que vous pouvez stocker. OK, ça rend le programme beaucoup plus facile à lire pour les gens qui travaillent avec vous. OK, donc ce que l'on voit ici, c'est que j'ai déclaré la variable 4 et j'ai dit explicitement que c'était une variable de type int. OK, donc let 4, 2.int, donc donc, ce que je fais, c'est que j'indique le type de la constante de la variable juste après le nom, séparé par les deux points et un espace. Donc, 4, 2 points, espace int égale la valeur initiale. OK, donc je ne serais pas nécessairement obligé de mettre la valeur initiale. Donc, à ce moment-ci, 4 est égal à nil. OK, mais je pourrais, si je viens... Donc, mais sauf que le logiciel sait que c'est un int. Donc, si je fais est égal à 4, ça va fonctionner très bien. À ce niveau-ci, je peux lui assigner la valeur, mais si j'essaie de lui assigner une chaîne de caractères, ça ne fonctionnera pas. Je vais avoir une erreur. Okay. Donc, je dois absolument m'assurer que je lui assigne un int.
Okay? Donc, c'est de cette façon que l'on déclare des constantes et des variables dans le langage de programmation Swift. Okay? Donc, je vais... Par la suite, euh, un autre élément qui est très, très, très utile, c'est d'utiliser la fonction println, donc println, qui permet d'afficher une ligne dans la console. Okay? Et puis, la façon que ça fonctionne, en gros, c'est que ce que je vais faire, c'est que ce que je lui mets ici, il va l'afficher. Donc, ce que je lui demande de faire, c'est d'afficher la valeur de la variable ville. Okay? Donc, ici, je println ville, et c'est ce qui apparaît dans ma console. Je pourrais probablement lui dire, bon, affiche... je pourrais lui dire d'afficher ça comme ça. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est il va prendre deux chaînes de caractères, les concaténer ensemble et l'afficher à l'écran. Okay? Donc c'est ce que c'est à quoi sert la fonction println. Ça va être très 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 utile dans votre programme, surtout pour débugger. Okay? Et pour faire afficher certaines valeurs dans le programme. Vous allez voir, on va l'utiliser souvent. Ça nous permet d'afficher la valeur à droite ici dans notre console de programmation. Okay. Maintenant, nous allons regarder les différents types de variables qui sont disponibles dans Swift. Le premier type, il est très simple, c'est les entiers. Okay, un entier, ce que ça nous permet de stocker, c'est des nombres entiers, donc des nombres sans décimales. Donc, je peux, par exemple, avoir accès à l'entier maximal de mon système de programmation. Donc, on voit ici, bon, si j'utilise le mot-clé max, donc int.max, donc ça me donne l'entier maximal pour mon système. Même chose, si j'utilise int.min, ça me donne l'entier minimum. Okay? Donc, on va maintenant les assigner au minimum, ainsi de suite. Swift me permet également d'avoir des entiers non signés. Donc, ce que j'ai ici, donc si j'utilise le mot-clé uint, donc unsigned int versus int, ce que je vais avoir, c'est un entier non signé. Un entier non signé, c'est un entier qui n'a pas de signe, donc de signe négatif, donc je ne peux pas aller dans les négatifs avec cet entier-là. Donc, si je regarde le maximum d'un entier non signé, donc le maximum d'un uint, on voit ici la valeur, okay, qui est le double de cette valeur-là, et le minimum, c'est 0. Okay? Donc, puisqu'on n'utilise pas un octet pour stocker la valeur du minimum, donc on voit ici, on va de 0 à cet entier-là. Donc, très utile pour stocker des entiers qui ne pourraient être que positifs. On peut également spécifier le nombre de bits, okay, le nombre d'octets de nos entiers en utilisant soit int8, int16, int32, int64. Okay? Donc, par exemple, si je décide de déclarer un entier 8 bits, okay? Donc je vais utiliser int8, donc un entier 8 bits, int8.max, par exemple. Donc, on voit ici que si j'ai seulement 8 octets dans mon entier, que la valeur sera de 127. Okay, donc, c'est le maximum que je peux atteindre, que je peux stocker dans un entier de 8 octets. Okay. Pour savoir si votre système est un système 32 bits ou 64 bits, vous avez juste à utiliser int et il va utiliser le maximum de votre système. Donc, si vous fonctionnez présentement avec un système 64 bits, le type int par défaut sera 64 bits, tandis que si vous avez un système 32 bits, le type devrait être de 32 bits. Okay. On peut également utiliser la notation en virgule flottante. Okay. Donc, on va avoir deux types à ce niveau-là, soit le float ou le double. Okay. Par défaut, c'est toujours un double. Okay. Donc, si je ne spécifie pas le type, ça sera un double, ce qui devrait être utilisé en général. Donc, on va par exemple, à cette ligne-ci, ce que je fais, c'est que je déclare la constante pi, qui est de type float, qui est égale à 3.14159. Okay, donc, j'ai déclaré ici une constante de type float, donc une constante avec une décimale, avec une virgule flottante. Puis on peut utiliser un double, okay, si on requiert une très grande précision. Okay, donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner un nombre réel de 64 bits si on utilise le type de variable ou le type de constante, le type double. Okay? Mais par défaut, le système utilise double si vous avez un système 64 bits. Okay? Donc, avec les entiers et avec la notation en virgule flottante, on devrait être capable de gérer
tous nos codes mathématiques dans le langage de programmation Swift. Par la suite, ce que l'on va faire, c'est qu'on peut utiliser des booléens. Okay? Donc, ce que l'on voit ici, c'est les types booléens, donc vrai ou faux. Okay? Donc, en Swift, il y a deux valeurs. Okay? Donc, il y a la valeur true qui représente vrai et la valeur false qui représente faux. Donc, si je regarde ici, les roses sont rouges, okay? ce qui est vrai. Okay? Donc, je peux lui assigner le type true, tandis que les oranges sont rouges, ce qui est faux. Okay? Donc, je peux lui assigner la variable false. Et par la suite, je vais pouvoir utiliser des conditions pour savoir si une variable est vraie ou fausse. Par exemple, je pourrais utiliser un if que nous allons couvrir dans un cours subséquent. Et donc, ce que l'on voit ici, if les roses sont rouges, ok, donc si les roses sont rouges, imprime à l'écran println les roses sont rouges. Par contre, si ce n'est pas vrai, donc elle va afficher elles ne sont pas rouges. Donc, ce que l'on voit à ce moment-ci, puisque la variable les roses sont rouges est égale à true, ça va imprimer la première ligne, c'est ce que l'on voit à droite. Par contre, si je change la valeur ici pour false, okay, donc la valeur est maintenant à false, on voit que c'est la deuxième partie de mon expression qui est affichée, elles ne sont pas rouges. Okay? Donc, les variables de type booléen, okay, très utiles pour exprimer une condition dans le langage de programmation Swift. Par la suite, ce que ça nous permet de faire également, c'est d'utiliser des assertions. Okay? Ce que les assertions nous permettent de faire, c'est de stopper l'exécution du programme s'il y a un problème avec une variable, par exemple. Okay? Donc, par exemple, si le programme ne peut pas fonctionner à cause que qu'une variable doit être vraie, par contre. Donc si le programme assume que les roses doivent être rouges, donc si je mets cette variable-là à false, ce que l'on va voir, c'est que le programme va arrêter de s'exécuter ici. Okay? Donc, à partir de maintenant, puisque les roses ne sont pas rouges, okay? Les roses sont rouges est égal à false, à faux, okay? Le programme arrête ici et l'exécution du programme est arrêtée. Et si j'utilisais la console de debug que l'on va voir dans l'unité 2 lors de la programmation de notre application iOS, je verrai dans la console qu'il y a un problème. Ce message s'affichera, le programme cessera. Okay? Donc, je vais le remettre à vrai pour que le programme continue et qu'on puisse continuer avec le cours. Okay? Donc, les assertions, très, très, très utiles pour déboguer et pour s'assurer que notre programme fonctionne correctement. Par la suite, un autre type de variable qui est très utile, c'est les chaînes de caractères. Okay? Donc, les chaînes de caractères, ce que l'on appelle en anglais des strings, okay? Ça nous permet de stocker une série de caractères et de l'utiliser dans notre programme. Okay? Donc, on a deux façons de déclarer une chaîne de caractères vide. Okay? La première façon, c'est juste de dire une chaîne vide égale guillemets, guillemets. Donc, à ce moment-là, on voit que la chaîne vide est assignée à la variable. Même principe, je pourrais déclarer une autre chaîne vide en utilisant le constructeur, donc string, avec les parenthèses vides. Ce que ça vient me donner ici, c'est que j'ai également une chaîne vide. Okay? Donc, je peux vérifier en tout moment, lors de mes programmes, si une chaîne est vide en utilisant la propriété isEmpty de la chaîne. Donc, if une chaîne vide.isEmpty, ce qui est vrai, elle est vide. Donc, imprime, elle est vide. Okay? Donc, à ce moment-ci, le programme va s'exécuter, il va imprimer elle est vide à l'écran. Donc, si je décide, par exemple, de lui assigner une valeur, okay, on voit que une chaîne vide ne sera pas vraie et le programme n'imprimera pas cette ligne-là ici. Donc, on voit maintenant une chaîne vide a d'assigner à cette variable et le if ici ne fonctionne pas. Donc, je peux retourner ici. Et ce que l'on va voir, c'est que ce bout de code-là va être exécuté. On peut également
OK, déclarer directement lors de la déclaration de la variable, assigner une valeur à la variable. Donc, var une chaîne est égal à la cité. Donc la variable est déclarée. Elle est de type string ou de type chaîne de caractères parce que je lui ai assigné une chaîne de caractères immédiatement suite à sa déclaration. Donc, on peut ajouter une chaîne à la fin d'une autre chaîne. OK, donc on va utiliser l'assignateur de concaténation. Donc, par exemple, ici, une chaîne plus égale une autre chaîne de caractères. Donc, ce que ça fait, c'est que ça ajoute cette chaîne de caractères-là à la fin de celle-ci. Donc, une chaîne, maintenant, est égale à la cité collégiale. Okay? Donc, on prend cette chaîne-là, on lui ajoute cette chaîne-là. C'est comme ça qu'on peut concaténer deux chaînes ou ajouter une chaîne à la fin d'une autre chaîne. On peut également séparer une chaîne en les différents caractères qui la composent. Okay? Donc, ce que l'on voit ici, okay? Donc, par exemple, j'ai une chaîne qui contient la cité collégiale. Okay? Et ce que je peux faire, je peux utiliser un for, okay? Le nom de ma variable. On va voir les loop for un petit peu plus tard dans une autre session. Mais en gros, ce que je fais ici, c'est que je fais un loop à travers tous les caractères de ma variable une chaîne. Donc, pour tous les caractères dans ma chaîne, ce que je veux, c'est que je veux ajouter la variable résultat qui était vide ici. Ce que je vais lui ajouter parenthèse, le caractère et la parenthèse plat fermée. Okay? Ce que ça me permet de faire à ce moment-ci, okay, ce que cette ligne-là fait, c'est que ça fait une concaténation de 3 chaînes de caractères, mais vu que caractère ici de type caractère et non de type chaîne, je dois le convertir en une chaîne pour pouvoir le concaténer avec les autres les deux autres chaînes. Donc, ici, lorsque j'utilise string caractère, ce que ça fait, c'est que ça concatène, c'est que ça transforme mon caractère en une chaîne. Okay? Donc, ici, je concatène les trois. Donc, ce que je fais, c'est que le loop est exécuté 18 fois. Okay? Donc, à 18 reprises, j'ajoute parenthèse, caractère, parenthèse. Ce que ça fait à la fin, c'est que ça imprime la variable résultat. Donc, on voit ici la cité collégiale avec les parenthèses qui est imprimée dans ma variable. Okay? Et puis, lorsque j'ai par exemple un loop, et ce que je veux voir ce qui s'est passé à chacune des itérations du loop, dans mon outil de débogage, si je peux regarder, je peux cliquer ici sur l'œil, OK? Et si je clique sur le plus, ça fait apparaître en dessous ce qui s'est réellement passé. Et si je clique sur les lignes ici, ce que je vois, c'est à chacune des itérations, l'évolution de ma variable. Donc, on voit que le résultat, le premier coup, avait L, LA, LA espace, LA cité, et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est très, très, très utile pour déboguer et voir que mon bout de code fonctionne très bien à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur le petit œil et par la suite sur les deux lignes pour faire apparaître chacune des itérations de mon loop. OK. Donc, je peux le refermer. OK. Donc, OK. Maintenant, on va continuer avec la leçon. OK. OK. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut utiliser des constantes, des variables, des expressions dans une chaîne. Okay? Ce qui est habituellement assez compliqué dans les autres langages de programmation. Okay? Et très, très simple dans le langage Swift. Donc, ce que j'ai ici, j'ai trois constantes. La constante A, qui a un entier de valeur 3 assigné à celle-ci. B, qui est égal à 4, donc 3 et 4. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une chaîne de caractères qui imprime le résultat de 3 multiplié par 4 est de 12. Okay? Donc, ce que je fais ici, c'est que j'ouvre ma chaîne de caractères okay, avec guillemets, et je la termine avec guillemets. Par la suite, je tape les caractères de ma chaîne, et lorsque je veux insérer une variable dans celle-ci, tout ce que j'ai à faire, c'est utiliser la barre oblique inverse, donc le backslash. Okay? Donc, la barre oblique inverse, parenthèse, le nom de ma variable a été exécuté, parenthèse, OK. Par la suite, je continue ma chaîne de caractères, barre oblique, inverse, backslash, parenthèse, parenthèse, avec encore là ma variable. Donc, dans le résultat, ce que je vois, c'est que c'est le résultat de 3
donc la valeur de A, multiplié par 4, la valeur de B, est de 12, OK, qui est A fois B. OK, on va voir les opérateurs un petit peu plus tard, mais ce que l'on voit ici, c'est que la chaîne de caractères contient ceci maintenant. Également, ce que l'on peut faire, c'est comparer deux chaînes. Donc, ce que j'ai ici, j'ai la chaîne 1. OK, ceci est une chaîne de caractères. Et j'ai la chaîne 2 que j'ai déclarée de façon différente, juste pour démontrer que ça fonctionne. Donc, chaîne 2, ceci est une chaîne de caractères. Et je peux savoir si deux chaînes sont égales. Donc, on parle ici de la valeur des chaînes et non s'ils pointent vers le même objet. Donc, si je peux utiliser l'opérateur égal-égal pour savoir si deux chaînes sont égales. Donc, ce que j'ai ici, if chaîne 1 égale chaîne 2, les deux chaînes sont pareilles. Si j'ajoute, par exemple, deux caractères à la chaîne 1, OK, elles ne sont pas pareilles parce que maintenant, celle-ci a deux caractères de plus. OK, donc, très, très, très utile pour comparer deux chaînes et ça fait du code très, très, très facile. Donc, si la chaîne 1 est égale à la chaîne 2, exécute cette partie-là du code. Il existe des fonctions en même assez utiles pour modifier la représentation d'une chaîne. Donc, si on va avoir une chaîne en minuscule, on va utiliser la propriété lowercase string. Okay, donc, on voit le résultat ici en lowercase. Et ce qui est bien, c'est que ça gère les caractères spéciaux, donc les accents correctement. Même chose, uppercase string. On voit ici maintenant la chaîne est en majuscule et les accents sont bien gérés. Okay. Il existe également des méthodes pour déterminer si une chaîne débute ou se termine par une autre chaîne. Okay. Donc, par exemple, ici, ce que je veux voir, je veux vérifier que ma chaîne commence par ceci. Okay. Donc, j'utilise la méthode asPrefix, chaîne 1 asPrefix ceci, ce qui est vrai, okay, parce qu'elle commence par ceci. Et je peux utiliser également chaîne 2 as suffix, OK, donc se termine par terre, et termine par terre, également, c'est vrai. OK, donc je peux utiliser ces méthodes-là pour comparer mes chaînes et m'assurer que celle-ci contient bien les résultats, les valeurs que j'ai besoin dans mon programme. Prochain concept que nous allons parler, c'est les uplots ou les tuples, OK? Les uplets qui nous permettent de grouper plusieurs variables dans une seule variable ou constante, OK? Plusieurs valeurs. La valeur dans un uplet peut être de n'importe quel type, mais n'ont pas besoin d'être du même type. Par exemple, si je suis en train de faire de la programmation web, souvent je vais avoir une erreur qui est générée par un serveur. Une qui est très connue, c'est l'erreur 404, okay, qui est équivalent à page non trouvée. Donc, je peux facilement déclarer une variable pour contenir plusieurs valeurs. Dans ce cas-ci, c'est une constante. Donc, let erreur égale, j'ouvre la parenthèse, ma première valeur, virgule, ma deuxième valeur. Donc, ici, j'assigne un entier et une chaîne de caractères à ma variable. Et ce que je vois maintenant, c'est que ma variable, si j'utilise l'indice 0.0, ça va faire imprimer le 404. Et si j'utilise l'indice 0.1, ça va utiliser page non trouvée. Donc, par la suite, je peux redécomposer mon uplet. Donc, ce que je peux dire ici, je peux assigner, par exemple, je peux prendre mon uplet puis l'assigner à deux variables ou deux constantes. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais assigner des valeurs de mon uplet, OK, à la variable code et la variable message, OK, les constantes code et la constante message. Donc, ce que ça fait maintenant, c'est que dans ma constante code, j'ai la première partie de mon uplet, donc le message d'erreur, le code d'erreur est 404. Et dans la constante message, je vais avoir la deuxième partie de mon uplet, donc le message d'erreur est message. OK, donc on voit que mon uplet est décomposé. Par la suite, je pourrais également nommer les parties individuelles de mon uplet. Donc, je pourrais dire, par exemple, par exemple, succès est égal à code 2.200, message 2.OK. Et par la suite, c'est beaucoup plus facile pour moi d'accéder aux différentes partie de mon uplet en utilisant le code est succès.code
ou le message est succès.message. OK? Donc, ce qui a le même résultat. Parce que sinon, si je ne nomme pas les parties individuelles, je suis obligé d'utiliser la notation .0 et .1, OK, qui fait afficher là, comme la première partie de mon applet et la deuxième. OK? Mais si je les ai nommés, le code est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile à lire et ça me permet aussi probablement de changer l'ordre de mes parties sans avoir de problème avec mon code. OK? Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est parler des différents opérateurs qui sont disponibles dans le langage de programmation Swift. OK? Le premier, c'est l'addition. OK? Donc, opérateur le plus, 3 plus 4. OK? Donc, facile. Donc, on s'assigne 7. Soustraction. OK? Même principe. 10.5 égale 5. Multiplication, on va utiliser l'astérix, okay? Comme dans à peu près tous les langages de programmation. La division, OK? 21 divisé par 7, OK, donc 21 divisé par 7, on se rappelle que ça donne 3, donc la barre oblique ou le slash nous permet de faire une division. Donc l'opérateur pourcentage nous permet d'aller chercher le reste d'une division ou le modulo d'une division. OK, donc 10 divisé par 3 est égal à 3, reste 1, donc c'est la valeur qui est utilisée ici. Nous, on peut utiliser également le reste sur des variables de type float. OK, donc si je divise 8 par 2.5. Donc, on sait, donc 8 divisé par 2.5, on donne 7.5. OK? Et donc, on voit que le reste ici est 0.5. Donc, ça peut être très utile pour, dans les cas, par exemple, de financier, de pouvoir calculer ça. Donc, l'opérateur reste fonctionne pour les variables float. Okay. L'opérateur d'incrément, OK? Donc, si j'ai une variable x est égale à 0, si j'utilise le plus après, ce que ça fait, c'est que ça lie la valeur de x à 0, ça l'assigne à x, et par la suite, ça incrémente x de 1. Okay? C'est pour ça que y est égal à 0, mais x est maintenant égal à 1 parce que l'opérateur a été fait après, comme dans les autres langages de programmation. Le même principe, maintenant, si je fais z est égal à plus x, donc x est incrémenté de 1 et par la suite est assigné à z. Donc z est égal maintenant à 2. Okay? Et x est égal à 2 également. Même principe, l'opérateur de décrément, OK, x est égal à 10, y est égal à x moins moins. Donc, x est assigné à y, donc 10 est assigné à y, et ensuite x est diminué de 1. Et tandis que sur cette ligne-ci, ce que l'on a, c'est que x est décrémenté de 1, donc est maintenant à 8, et est assigné à z. Okay? Le moins unaire nous permet d'avoir la version négative d'un chiffre. Donc, si x est égal à 10, y est égal à moins 10, donc y est égal à moins 10 si on voit dans la console. C'est très utile à ce niveau-là. Et comme dans les autres langages de programmation, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des opérateurs composés. Donc, si x est égal à 5, x plus égal, donc on ajoute maintenant 5 à la variable 10, à la variable x, donc 5, on lui ajoute 5, on est rendu à 10. Donc, rendu à 10, on le multiplie par 3, donc on est rendu à 30. On lui enlève 10, on est rendu à 20, et on le divise par 5, et x est maintenant égal à 4. Finalement, on a les opérateurs de comparaison. OK? Donc, ce que l'on a ici, je vais déclarer une valeur de type booléen qui est égale à false par défaut. OK? La première valeur de comparaison, c'est le égal. OK? Donc, si 1 est égal à 1, donc valeur va être égale à true. OK? Donc, ça, on a l'opérateur d'égalité. On a l'opérateur de non-égalité. Si 1 est différent de 2, valeur est égale à vrai, okay, à true à ce niveau-là. Okay, donc, la non-égalité avec le point d'exclamation égal. On a le plus grand que. Okay, si 2 est plus grand que 1, on assigne vrai à valeur. Plus petit que, 1 est plus petit que 2, ce qui est vrai. Donc, on assigne vrai à valeur. Plus grand ou égal, OK, encore là, 1 est plus grand ou égal à 1, donc valeur est égale à vrai. Et même principe pour plus petit ou égal, on peut décider de l'assigner à valeur. OK?
Par la suite, on a l'opérateur conditionnel ternaire, ok, qui est en gros qui nous permet de faire un if, mais sur une seule ligne. Ok. Ceci est également disponible en C ou en JavaScript. Donc en gros, la façon qu'on exprime ça, donc ici, mon variable x égale à 1. Donc, on va assigner la variable true ou false à valeur, dépendamment de ma question ici. Donc, ma question, est-ce que x égale à 1? Oui, donc on va utiliser la première partie de mon expression. Donc, on va assigner true à valeur. Tandis qu'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer est-ce que x est plus grand que 1? Donc, est-ce que 1 est plus grand que 1? Non. Donc, on va assigner la deuxième valeur à ma variable. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que c'est false qui a été assigné à valeur. Okay? Donc, l'opérateur conditionnel ternaire est très utile pour écrire sur une seule ligne un if. Par contre, c'est plus dur à lire. Donc c'est à votre choix si vous voulez utiliser ceci ou utiliser un if lorsque vous voulez comparer une valeur. Donc, c'est à votre choix, mais en général, le if est plus facile à lire pour la majorité des gens. Mais un if va prendre 3 ou 4 lignes, tandis que 7 façon d'écrire le code va prendre seulement une ligne. On peut également vérifier si une valeur est nulle. Okay? Dans le langage Swift, okay, on parle de nil et non de nul, okay? Ce qui est en général le cas dans les autres langages de programmation. Okay? Donc lorsqu'on veut assigner un nil à une valeur, ce que l'on doit faire, c'est dire, lorsqu'on déclare la variable, ajouter le point d'interrogation. Ce que ça veut dire, lorsqu'on ajoute le point d'interrogation, c'est que la valeur peut être nulle. Okay? Donc, ensuite, on va devoir toujours s'assurer qu'elle est correcte. Okay? Et puis, on peut créer une deuxième variable valeur par défaut est égale à 10. Et par la suite, ce que l'on fait lorsque l'on assigne valeur nil à x, on est obligé de lui donner une valeur par défaut. Parce que nil peut être égal parce que valeur nil peut être égale à nil, on est obligé de lui assigner une valeur par défaut. Donc Swift nous fournit l'opérateur point d'interrogation, point d'interrogation. Ce que ça fait, c'est que si valeur nil est égale à nil, ça va prendre la valeur par défaut. Okay? Donc, ce que ça me donne ici, x est égal à 10 parce que valeur est nil ici. Okay? Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, en JavaScript, souvent il faut faire if valeur n'égale pas à nil et ainsi de suite. Il faut toujours vérifier que notre valeur n'est pas nulle, tandis que dans Swift, on peut le faire sur une seule ligne à l'aide du point d'interrogation, point d'interrogation. Donc, si cette variable-là est nulle, ça va prendre la valeur par défaut. Par contre, si je lui assigne une valeur, par exemple, j'essaie de lui assigner un 3 ici, OK? Donc, on voit que maintenant que x a la valeur de 3 parce qu'elle n'est pas nulle. Okay? Donc, très, très, très utile pour débugger notre programme. Finalement, les opérateurs de logique. OK, on a, par exemple, si ma valeur, OK, on a le point d'exclamation qui permet d'avoir le contraire d'une valeur. OK, donc, not true, non vrai. OK, donc, ça assigne faux à valeur. On a le et logique. OK, là, on se rappelle que le et logique, vrai et vrai donne vrai. Vrai et faux donne faux. Faux et vrai donne vrai. Ainsi que faux et faux donne faux. OK, donc on a le et logique. Et finalement, on a le ou logique. Donc, vrai ou vrai donne vrai. Vrai ou faux donne vrai. Même principe, faux ou vrai donne vrai. Et faux ou faux donne faux. Okay, donc, c'est les opérateurs logiques que l'on va utiliser lors de nos programmes. Okay. Donc, ceci couvre le code pour le premier cours. Okay. Je vous invite à prendre ce code-là, le copier, l'ouvrir dans le logiciel Xcode. Je vous invite fortement à modifier celui-ci, à voir comment ça fonctionne, à faire des exemples, et puis à l'apprendre. Par la suite, vous pouvez toujours vous référer aux notes de cours pour vous assurer de bien comprendre. Et finalement, je vais pouvoir vous donner un quiz à la fin du cours pour s'assurer que vous comprenez bien les valeurs de Swift. Donc, c'est ce qui complète le cours numéro 1. Merci, bonne journée.